Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux. Merci vous aussi. Que peut-on souhaiter à un homme qui a déjà tout ou tant? Je sais pas, de perdre quelques kilos. C'est pas le sujet. Bon, on a quand même plus sérieusement un tiers de l'économie mondiale qui devrait être en récession, c'est ce que nous a dit le FMI. Et la semaine dernière, on s'inquiète ou pas? Parce qu'on se dit, quand on entend ça, que c'est un peu déprimant d'entendre ça en tout début d'année. Oui, c'est surtout que ça arrive après que beaucoup d'acteurs financiers aient sorti leurs prévisions pour 2023. Donc c'est vrai que le FMI confirme un peu cette crainte, notamment en Europe, d'une récession. Mais ça, on la voyait venir en Europe à cause notamment de la crise énergétique. Le FMI ne met pas les États-Unis en récession. Ouais. Ce qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'il y a quand même encore certains risques qui pèsent sur l'économie américaine du fait de la normalisation très forte des taux d'intérêt. Mais ce sur quoi le FMI alerte, c'est vraiment cette double peine pour les marchés émergents qui ont des conditions monétaires et financières très dures et qui ont cette décélération de la Chine à cause de l'épidémie de Covid. Alors, on va voir ce qui se passe avec la réouverture. Et donc, le FMI dit attention, notamment pour les pays très endettés ou les pays qui ont défendu jusque-là leur monnaie, notamment les pays d'Amérique latine ou les pays d'Asie du Sud, qui aujourd'hui risquent de se retrouver un peu dans une situation difficile, parce que si les trois gros moteurs de l'économie mondiale, donc les États-Unis, l'Europe et la Chine, en récession ou très proche d'une récession, si c'est confirmé sur le premier semestre 2023, ça veut dire quand même un sacré cocktail pour les pays qui ont affaire avec le Fonds monétaire international. Est-ce que c'est pas plus une stagnation à laquelle il faut s'attendre plus qu'une récession, en tout cas une récession moins sévère que ce qu'on aurait pu attendre il y a encore quelques mois? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires. L'exégèse du mot récession est vraiment un peu compliquée, parce que tout le monde dit « Ah ben oui, c'est pas vraiment une récession, c'est une récession assez faible ». Ce qui est sûr, c'est qu'on a zéro croissance dans les tuyaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on soit d'un côté ou de l'autre du chiffre zéro, on s'en fout un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'après une reprise incroyable en 2021, et en fait une année 2022 qui a montré une forme de résilience, c'est clair. 2023, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, il n'y a pas vraiment de facteur de croissance. Jusqu'à présent, ça a bien résisté globalement. On a quand même eu la guerre parce que ça en Ukraine, très cher. Flambée de l'inflation, remontée des taux d'intérêt. Mais c'est ce qui est qu'on est passé d'un rebond de croissance à zéro. Ouais. Alors aux États-Unis, c'est principalement à cause de l'épargne Covid. En fait, les Américains ont désépargné, donc ils ont tenu la consommation. Ça s'est vu notamment sur le dernier semestre. En Europe, c'est aussi parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans les tuyaux. On a mis presque 5 points de PIB pour répondre à la crise énergétique et éviter, en France, les gilets jaunes, mais dans beaucoup de pays aussi, une récession industrielle beaucoup plus forte. Et donc, c'est vrai qu'on a cette forme de résilience qui vient aussi du quoi qu'il en coûte, notamment en Europe. Donc, en 2023, je ne pense pas qu'on va arrêter les mesures de soutien. Mais c'est vrai que, par exemple, l'épargne Covid, la surépargne faite pendant Covid aux États-Unis, elle s'arrête en milieu d'année 2023. Donc il n'y en aura plus de matelas. Donc si les États-Unis ne font pas, et vous savez qu'ils ont quelques sujets sur le Congrès, notamment pouvoir passer des lois de soutien à l'économie, ça va être plus compliqué avec cette prise de pouvoir des républicains un peu faible d'ailleurs. Et donc les États-Unis, c'est vraiment ça, tout va porter sur la Fed. Si la Fed pivote, on devrait éviter une récession. Si elle continue et si elle va vers des taux d'intérêt au-dessus de 4% par exemple, on va certainement avoir une récession sur la deuxième partie de l'année. Mais encore une fois, ce n'est pas une grosse récession, ce n'est pas Lehman, ce n'est pas Covid, ce n'est pas la bulle des dot-com de 2001. Non, ce n'est pas grave, mais en revanche, ce qui est assez drôle, c'est les commentaires à l'emporte-pièce du genre le marché de l'emploi tient. Bah oui, le marché de l'emploi. Exactement, c'est bête de dire ça. C'est-à-dire que les gens disent pour l'instant, l'économie américaine a encore créé 220 000 emplois, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, le marché de l'emploi, il va dévisser après. C'est-à-dire que c'est un indicateur retardé. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le marché de l'emploi dévisse. En revanche, s'il y a zéro croissance pendant 3 trimestres, c'est vrai qu'on va certainement avoir un sujet sur le marché de l'emploi. Et pareil en Europe. C'est pas aujourd'hui qu'on voit le problème sur le marché de l'emploi, c'est certainement dans 6 à 9 mois. Donc on ne s'angoisse pas pour l'instant, pas plus que ça? Non, moi je trouve que ça va être, si récession il y a, et nous on est plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il va y avoir une correction de croissance et que ça va être un chiffre négatif à l'affichage du moins en Europe et aux États-Unis, on se dit que ça va être un peu le tri. C'est-à-dire qu'on voit déjà les faillites, par exemple, qui réaugmentent à des niveaux d'avant-crise. C'est-à-dire qu'on va se dire, il y a des entreprises qui ont mis en place des mécanismes de résilience, qui ont baissé leur vulnérabilité, qui ont du cash, qui ne sont pas trop endettées. Celles-ci, elles devraient faire face. Les autres, un choc de taux d'intérêt de 300 points de base, c'est beaucoup pour certaines entreprises. Pour certains ménages aussi, c'est difficile. Pour le marché immobilier, on sent aussi la pression sur le neuf plutôt que l'ancien. Donc en fait, il va y avoir ce grand darwinisme en fait, entre classes d'actifs, entre entreprises, qui va être
qui va s'opérer en 2023. Mais moi, je ne crois pas du tout, il faut éviter justement ce côté autoréalisateur, cette prophétie autoréalisatrice. Je ne crois pas du tout à une énorme correction. Je crois que les marchés ont déjà pas mal corrigé en 2023. Un pire marché action depuis 2008, pire marché obligataire depuis des décennies. Donc, revivre 2022, encore une fois, qui est une année assez hors norme, avec marché actions et obligations qui baissent. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que 2022, c'était vraiment très exceptionnel parce qu'il y a eu ce changement de paradigme sur les taux d'intérêt et les actions des banques centrales. En fait, c'est la fin de l'argent gratuit, c'est la fin de cette expérimentation en grandeur nature des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est vrai que 2022, c'est quand même, ça marque quelque chose de très fort. Après, je crois qu'on va avoir beaucoup de volatilité encore sur le marché action sur le début de l'année, tant qu'on n'a pas de clarté sur les politiques monétaires, mais aussi sur ce qui se passe sur les marchés de l'énergie. Là, le début de l'année, c'est un peu euphorique parce qu'il y a plein de signes un peu positifs. Déjà, quand on vous dit on va contrôler le prix du gaz, c'est plutôt pas mal pour le marché de l'énergie et donc pour les marchés actions et pour les industries. Quand on vous dit il y a plutôt encore de l'aide par-ci, par-là, les marchés actions ont plutôt bien réagi. Je pense il faut s'attendre à ce que ça dévisse, notamment quand on va voir les budgets. Je crois que 2023, les marchés actions et les investisseurs sur les marchés actions, ils vont reprendre du risque dès qu'ils vont voir un petit peu quand les banques centrales vont s'arrêter sur leur hausse de taux, mais ils vont aussi regarder les budgets. Ils vont regarder, par exemple, la saison des résultats financiers des entreprises va être hyper informative parce qu'on va avoir des entreprises pour lesquelles les marges sont vraiment très affectées par hausse des coûts des matières premières, hausse des coûts du salaire et du travail, et puis hausse des coûts du refinancement de leurs dettes. Donc je crois que sur le début de l'année, le risque de crédit, les budgets ou les lois de finances votées par les pays et tout ça, ça va nous aider à trier un petit peu ce qui peut être du bon risque et ce qui peut être du mauvais risque. Et sur le marché obligataire, franchement, il suffit que les banques centrales arrêtent les super hausses de taux à 75 points de base. Les hausses jumbo. Les jumbo, ouais. Déjà, on va voir que ça va calmer un peu le marché obligataire. Et puis après, nous, on est plutôt sur un pivot pour la Fed en dernière partie d'année. Et pour la BCE en 2024, une fois que ça, c'est dans les prix, ça va calmer un petit peu. Donc pivot, c'est-à-dire qu'elles arrêtent d'augmenter ? Ouais, elles baissent même. Nous, on pense que la Fed pourrait commencer à baisser les taux d'intérêt sur la dernière partie de l'année, de 25 points de base, mais elle va faire une pause de presque 9 mois. Même si où est l'inflation à ce moment-là ? Nous, on a une inflation qui repasse en dessous en glissement annuel, donc en décembre sur décembre, elle repasse en dessous de 2% aux États-Unis en décembre 2023. Donc fin d'année. Et en Europe, on est plutôt, elle repasse en dessous de 2%, plutôt. Alors bon, après modulo ce qui va se passer là avec le contre-effet ou l'effet de base sur les prix de l'énergie, mais nous on pense que c'est plutôt mi-2024. Et donc du coup, on a la Fed qui arrête de monter les taux en gros en juin, ou plutôt avril d'ailleurs, qui pose pendant presque 6 mois. On est à 5%. On n'est pas tout à fait. Chez nous, on est plutôt à 4,75. Ouais, on est un petit peu en dessous de 5. Ouais. Et en Europe, les marchés tablent au mois de juin 5,1%. Oui, alors c'est vrai que les marchés veulent encore, ou du moins attendre encore pas mal de hausses de taux. Moi, je pense qu'entre 4,75 et 5, c'est pas très. L'inflation est à 7 aux États-Unis. Oui, et puis surtout, l'inflation aux États-Unis, elle est principalement une inflation de surchauffe. Donc en fait, le vrai sujet des États-Unis, c'est la boucle prix-salaire. Parce qu'encore une fois, le marché de l'emploi. Ils étaient intéressants, les chiffres de vendredi, avec. Oui. Pour le coup, c'était des salaires en hausse de 4, je crois, ouais, ce qui est un peu en dessous de ce que le consensus. Ouais, c'est ça. Donc là, encore une fois, ça reste une hausse des salaires. C'est comme la hausse des prix. Alors, l'inflation va venir là pour les États-Unis. Alors, on va certainement avoir une bonne surprise, je dirais, mais ça reste quand même toujours 6-7% d'augmentation des prix. L'affaire est réglée en fin d'année aux États-Unis en termes d'inflation. Moi, je pense qu'aux États-Unis, dès la fin de l'année, l'affaire est réglée. Ouais. En Europe, c'est plus compliqué. Parce que là, on passe dans un monde en plus où on va contrôler un peu les prix d'énergie. Donc ils vont réussir, ils sont forts les ricains quand même, parce qu'ils vont réussir à éviter une récession, atterrissage en douceur, création d'emplois. Bon, alors, indicateur retardé, je suis d'accord, de 120 000, on était à 700 000 en février 2022, mais quand même, c'est quand même dingue. Ils n'ont pas la guerre à 2 heures. La grosse différence, c'est qu'eux, ils ont quelque chose qui ressemble vraiment à un livre de macroéconomie, c'est-à-dire qu'ils ont mis plein d'argent, ils ont fait des chèques, ils ont fait de l'hélicoptère monnaie, et donc ils ont de l'inflation qui est principalement liée à la réponse à Covid. Donc l'inflation américaine, il y a un peu d'inflation des chaînes de valeur, un peu d'inflation énergétique, mais le gros de l'inflation, c'est quand même la surchauffe. Nous, ce n'est pas une inflation de surchauffe. On a un peu d'inflation de surchauffe, mais aux États-Unis, c'est les 3 quarts, nous, c'est un quart. On a quand même 5% d'inflation hors énergie, alimentation, en zone euro. Mais à cause de la diffusion, au prix du transport, au prix... et puis, on a aussi, faut l'avouer, hein, le gros de l'inflation en Europe, c'est de l'inflation des marges, de l'inflation des profits, ce n'est pas de l'inflation des salaires. Donc il y a aussi des entreprises qui ont fait
preuve de pas mal de hausses de prix, un peu trop peut-être, parce qu'elles avaient ce qu'on appelait le pricing power. Donc 2022, la grosse surprise, c'est toutes ces entreprises, dans la distribution notamment, dans les transports, dans les services, qui ont quand même de sacrés clients, qui ont été prêts à payer, notamment dans l'alimentaire. Alors, ce n'est pas dans l'inflation sous-jacente, mais dans l'alimentaire, c'est incroyable, l'inflation qu'on a connue en 2022. Il n'y a rien de dramatique dans tout ce qu'on dit, là, je trouve, au final, sur cette année 2023. Ce qui est dramatique, c'est que quand on a eu une crise comme Covid... L'inflation est réglée en fin d'année aux États-Unis. Oui, mais si on a une récession, David, le problème, c'est que si vous avez eu pas mal d'inflation et que maintenant vous avez une récession, c'est toujours les mêmes qui payent. En fait, le vrai sujet, c'est le côté très redistributif, mochement redistributif. C'est-à-dire que l'inflation, ça affecte beaucoup plus les plus vulnérables, et la récession, et les emplois perdus lors d'une récession, ça affecte aussi les plus vulnérables. Donc le vrai sujet de 2023, moi je trouve, c'est le risque social. Alors en plus en France, on voit vraiment le sujet de la réforme des retraites et l'explosion en fait des revendications autour des salaires, des hausses de salaires dans la santé. Légitime ou pas d'ailleurs, pardon Bah oui, quand on voit le dernier rapport de l'OCDE qui montre que l'inflation a beaucoup plus monté que les salaires minimums. Ah bah alors on réindexe en ces cas les salaires sur l'inflation. Non, parce que alors c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que ça c'est une vraie discussion et c'est d'ailleurs à mon avis ça va être une discussion en France pour les 6 prochains mois. Parce qu'on a cette indexation du SMIC, nous. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui disent l'indexation du SMIC, ça veut dire qu'on va avoir une boucle prix-salaire en France et que, notamment, on va avoir un chômage qui colle. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir un demi-point, un point de chômage de plus d'ici 2024 parce que nous, on a cette diffusion de l'indexation du SMIC sur l'inflation qui se met sur les bas salaires. Peut-être, mais en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que le pouvoir d'achat des Français, il est très affecté par l'inflation, par la hausse des taux d'intérêt, et que de l'autre côté, on a, comme je disais, beaucoup d'inflation de marge. C'est-à-dire qu'on a eu quand même, du côté des entreprises, une très bonne année 2022, on a plutôt une bonne année 2023. Et donc, cette histoire du partage de la valeur, c'est pour ça qu'on voit ce discours sur le dividende salarial. Il ne faut pas réindexer les salaires sur l'inflation. Moi, je pense que réindexer, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de... Donc, perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Non, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent augmenter les salaires parce qu'elles sont profitables et elles sont compétitives. Et il y a des entreprises pour lesquelles ce n'est pas possible d'augmenter les salaires aujourd'hui. On va avoir des ajustements, notamment des heures travaillées. Parce qu'en Europe, on ajuste généralement plus par les heures travaillées que par le nombre d'employés. Donc en fait, le vrai sujet, c'est que l'indexation, ça mettait certaines entreprises dans des situations vraiment difficiles, voire de faillite. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui pourraient augmenter les salaires plus que ce qu'elles ont aujourd'hui, ce qu'elles ont augmenté aujourd'hui, qui pourraient partager la valeur mieux. Et c'est ça la vraie discussion. Encore une fois, la boucle prix-salaire, c'est un argument macroéconomique, mais qui est mal compris. La diffusion des salaires vers l'inflation, c'est pas grave. Au contraire, si on veut que les gens consomment, si on veut du pouvoir d'achat, c'est pas grave. Le problème, c'est quand... Le patronat est contre. Oui, bien sûr, parce que ça mange les marges. Moi, je peux comprendre. C'est quand on a un peu moins de récession à l'horizon, on a une grande imprévisibilité, une grande incertitude sur les prix de l'énergie, qu'on a des coûts de financement qui sont plus élevés, on dit augmenter ma masse salariale, ça veut dire qu'il faut que j'ajuste sur d'autres choses. Et donc, le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est comment on fait aujourd'hui du dialogue très local, très micro dans les entreprises pour expliquer que je ne vais pas augmenter de 10% les salaires, comme en Belgique, puisque c'est un des derniers pays qui continue d'indexer, 11,4% d'augmentation des salaires, mais dans cette branche-là, qui est profitable... Et là, il n'y a rien de dramatique Non, c'est pas qu'il n'y a rien de dramatique, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Donc il y a un sujet, et encore une fois... Ils l'ont réglé, le pouvoir d'achat. Non, parce que... Si les salaires suivent l'inflation. Mais les salaires, en Belgique, vous voulez dire? En Belgique, pardon. Non, parce que le problème, c'est que même quand les salaires suivent l'inflation, un, ce n'est pas tous les salaires, et de deux, les salaires... Alors en Belgique... Il se trouve que c'est très particulier parce qu'eux, ils augmentent vraiment du prix de l'inflation. Mais le problème, c'est les faillites. Nous, on voit déjà des tonnes, des milliers de faillites dans le secteur de la construction, dans le secteur de la distribution en Belgique. On voit les effets pervers dans ce cas-là. Du coup, ça veut dire qu'il y a plus de chômage. Et ils ont déjà pas mal de chômage en plus. Et donc, sur le pouvoir d'achat de ces gens-là, si vous avez augmenté les salaires, mais que juste après vous perdez votre emploi, vous avez un peu de chômage. Mais dans 6 mois, dans 9 mois, vous allez avoir des problèmes de pouvoir d'achat parce que vous n'avez plus d'emploi. Et donc, c'est ça qui est un peu problématique avec l'indexation des salaires sur les prix. C'est le risque de perdre totalement l'emploi. Aujourd'hui, on dit le marché de l'emploi se porte très bien, il y a une guerre des talents, dont acte. Mais en France, par exemple, on a toujours 7% de chômage. 7% de chômage, ça veut dire qu'il y a quand même 7% des gens dont le pouvoir d'achat est seulement lié à l'indexation des prestations sociales. Ils ne peuvent même pas travailler plus pour gagner plus. Ludovic, donc le risque cette année pour vous, c'est un risque social? C'est le risque justement que si on a une récession,
elle porte de nouveau sur les mêmes personnes qui ont été plus affectées par l'accélération des prix. Ouais. Et que ces gens-là, on n'a pas de solution aujourd'hui parce que c'est souvent des gens qui ont une inflation énergétique et alimentaire qui est beaucoup plus forte que les classes moyennes. Et c'est des gens pour qui, encore une fois, il n'y a pas forcément assez d'efforts qui sont faits, par exemple, sur l'employabilité ou sur la mobilité sociale, etc. On est, encore une fois, là on parle de jeunes, souvent sans emploi, sans qualification, et qui ont, pour le coup, de sacrées difficultés à la fin de mois. On parle pas, alors après on peut parler des retraités pauvres, qui va être un vrai sujet aussi en France, mais la Première ministre a déjà parlé du minimum vieillesse et de ce qu'elle comptait faire là-dessus. C'est vraiment les travailleurs du bâtiment, donc construction, travailleurs des services de proximité et les travailleurs du retail, de la distribution. Ça, c'est là où on a des populations très à risque sur 2023. Et oui, c'est un risque, oui, parce que la plupart des pays ont fait beaucoup d'efforts pour lutter contre Covid, puis lutter contre la crise énergétique, mais les finances publiques sont sous une pression extrême. Vous regardez les services de la dette, par exemple, l'Agence France Trésor, votre invité juste avant en parlait, 270 milliards de besoins de financement. Dans les prévisions du budget 2023, 51 milliards de services de la dette, alors que c'était 34 milliards il y a 2 ans. C'est une augmentation énorme. Ça fait plusieurs milliards qu'on ne peut pas utiliser pour faire des prestations. Donc il y a un vrai sujet sur la protection sociale aussi. On a vu le pire justement sur les taux d'intérêt souverains français. Ils étaient à 3% il y a une semaine, on est à 2,70 aujourd'hui. Je pense qu'en tous les cas, s'il faut faire des prévisions sur 2023, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le 10 ans français soit à 3%. Ouais. On résume comment donc on va se quitter cette année 2023. Un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation, un peu plus de taux d'intérêt et donc une vraie fonction de tri entre là où il y a des coussins, des formes de résilience, des stratégies, des mécanismes d'adaptation qui marchent. Et puis attention vraiment à là où il y a des excès, où il n'y a pas justement de filet de sécurité. Et là-dessus, il faut vraiment décider ce qu'on fait. Sur les positionnements, par exemple, des investisseurs, mais aussi sur ce que l'État doit faire, par exemple, sur les ménages qui sont dans cette catégorie de gens qui n'ont pas forcément de filet de sécurité dans une période de plus fort chômage et de plus forte inflation. Et on finit là-dessus, sur le démarrage en fanfare des bourses, notamment la Bourse de Paris, 6% en une semaine. On a fait moins 9,5 l'an dernier. On se dit que ce n'est pas paradoxal, au vu de tout ce qu'on a dit, de voir des bourses qui déjà ont fait... Non, et puis on sort de... En fait, le problème, c'est que là on n'a plus l'habitude, mais on va voir beaucoup plus de volatilité. Donc là, les gens reprennent du gain, parce qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Mais en effet, c'est principalement sur l'administration des prix de l'énergie et sur les chiffres de l'emploi et de la résilience de la croissance. Donc cette année, on regarde quoi? On regarde le cours du baril, le cours de l'électricité, les créations d'emplois? On regarde surtout les annonces de l'Europe pour contrôler le prix de l'électricité, parce que c'est ça qui va faire le gros du prix. Donc c'est quand même l'administration ou la pseudo-administration du prix de l'électricité. On regarde le momentum sur le marché du travail, parce que ça va expliquer un petit peu ce que les pressions que les pays vont avoir sur leurs finances publiques, etc. Et je crois qu'on regarde bien sûr les marges des entreprises, parce que le marché du crédit a été perfusé pendant très longtemps, a continué d'être perfusé de façon un peu plus cachée sur la dernière année, mais sur 2023, on va avoir la réalité des faits, la réalité du prix du risque. Donc il faut regarder un petit peu comment les entreprises qui ont pas mal performé grâce à leurs mesures de pricing power, donc d'utilisation de leur pouvoir de prix, en 2023, ça va être plus compliqué de continuer à faire passer ces Donc un bon cru boursier ou pas a priori pour 2023? Moi je pense qu'on va finir l'année plutôt sur un chiffre positif. Donc je pense que les plus 5 ou 6% qu'on voit, exactement. On aura fait l'année sur 4 jours. On ne va pas faire plus 6 et 0 comme ça. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que les plus 5 et 6, moi, c'est ce que j'avais sur toute l'année 2023 sur le CAC. Ouais, c'est ça. Mais entre-temps, je pense que ça va faire peur. Ça va se couler, évidemment. Merci de passer nous voir. Donc, encore bonne année, Ludovic. Ludovic Subran, donc, chef économiste du groupe Alliance, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Merci.